doucement. Il n'y a qu'une solution, dit Jarvis, revenir au village. Bien sûr, il pouvait rester dissimulé dans la végétation, mais cela ne servait à rien. Au contraire, en regagnant la structure, il pourrait observer les chasseurs de Corks. Ceux-ci, sans nul doute, n'entendraient pas l'arrivée du gros de l'escadre pour commencer le démantèlement de la mystérieuse construction. Peut-être apprendrait-on des intentions de Kildare. Tandis qu'il progressait dans le fouillis des tiges, Uriel remarqua un objet insolite. Un câble, de la grosseur d'un doigt, coupé sur le lit d'algues. La végétation était trop dense pour qu'on pût en suivre le cours. Toutefois, Jarvis fut tout de suite convaincu qu'une extrémité de ce câble allait rejoindre la structure. L'autre se perdait dans la végétation. Groen attira l'attention de la botaniste sur les champignons. Il y voyait un possible remède à leur problème d'approvisionnement. Navré de te décevoir, répondit Uriel, mais j'ignore complètement de quoi il s'agit. Je ne suis pas même sûr que le mot champignon soit approprié. Bien entendu, il me faudrait en voir un de près pour me prononcer, mais comment l'atteindre? Dans la clairière centrale, les chasseurs au travail menaient grand tapage. Laissant ses compagnons en arrière, Jarvis rampa jusqu'à la lisière. Une bonne partie de l'équipage des deux bâtiments était sur place. N'était-ce pas le moment de tenter de récupérer la Venflo? Ils n'étaient que trois, encore se méfiait-il de Groen, et les chasseurs qui gardaient les navires se répartissaient sur trois bâtiments. Il n'aurait aucune chance, des yeux il cherchait Kildare, et ne le vit pas. Le chef de la confrérie n'aimait pas s'exposer. Bien sûr, il ne voyait pas tous les hommes affairés dans le chaos de métal mutilé. Cependant, il était prêt à parier que Kildare se trouvait encore à bord. Ce qu'il voyait le décevait. Le saccage provoqué par les chasseurs marquait la fin de ses espoirs inavoués. Plus ou moins consciemment, il avait attendu l'événement qui ferait basculer la situation en sa faveur. Ceux qui avaient réparé les déprédations de Groen ne pouvaient, pensait-il, rester indifférents devant les dégâts, autrement importants, provoqués par les chasseurs de Corks. Nombreux et bien outillés, en fait, Jarvis espérait un conflit. Il aurait alors pu trouver des alliés et tenter de récupérer la Venflo à la faveur de la lutte. Or, le sac du village lui prouvait qu'il n'avait plus rien à attendre de ce côté. Il rejoignit les compagnons et leur exposa la situation. Embusqués dans le fourré, ils épiaient les chasseurs, attentifs au moindre incident, espérant contre toute vraisemblance une réaction tardive. En vain. Les autres travaillèrent sans discontinuer jusqu'à la tombée de la nuit. Alors seulement, ils se replièrent vers les navires, emportant provisions et outils. Même l'espoir d'un coup de main nocturne pour récupérer la Venflo était écarté. Jarvis n'avait plus le choix. Il devait entamer les négociations avec Kildare. S'il ne se sauvait pas lui-même, du moins pouvait-il espérer le salut de ses compagnons. Il ne manquait pas d'arguments, certes, il était aux abois. Néanmoins, il avait appartenu autrefois à la confrérie, et il conservait un certain prestige auprès de ses anciens camarades. Kildare hésiterait sans doute à compromettre ses chances de réélection à la tête du conseil, en se montrant trop sévère avec lui. Tout dépendrait de la composition des équipages. Étant donné la nature particulière de l'expédition, il était probable qu'il s'agissait essentiellement d'éléments à la dévotion de son ennemi. Toutefois, il valait mieux courir ce risque que celui d'être purement et simplement abandonné sur le radeau d'algues, sans avoir pu défendre sa position ou de se faire abattre dans une tentative désespérée pour récupérer la Venflo. Pour faire part à Kildare de son intention et en avertir l'ensemble des chasseurs de Corks, le plus simple était de laisser un message en un endroit où il ne manquerait pas de le trouver. Quand tout fut calme, Jarvis s'adressa à ses compagnons. Plus j'y pense, et plus je me persuade de la nécessité de pénétrer dans le village. Qu'est-ce que cela nous donnera de plus? Gémit Groen. Nous ne pouvons rien emporter, de toute façon. Quand la faim me tenaille, j'évite de passer à proximité des cuisines. Il n'est plus temps de penser à la richesse, répliqua Jarvis. C'est notre peau qu'il s'agit de garder. Nous ne gagnerons rien à rester embusqués ici. Trouvons-nous un bateau dans ces ruines, ironisa Groen. Cette île porte malheur, c'est tout. Jarvis réagit brutalement à cette réplique. Les Thalassiens étaient prompts à tourner en superstition les accidents de leur existence.
et les superstitions, ainsi que le système de caste rigide qui régissait les rapports entre les hommes en faisant obstacle au progrès, étaient à l'origine de la situation lamentable où se trouvait la planète. Il y en a à qui elle profite, en tout cas, remarqua-t-il sèchement, en désignant du menton la direction des chasseurs. Le voyage n'est pas encore fini pour eux, répondit Growen, en se laissant lourdement tomber sur le sol. Pour nous non plus, reste là si tu le veux, mais nous y allons. Qui sait si les chasseurs n'ont pas laissé des provisions pour demain? Peut-être de l'eau? Malgré ces paroles, il n'était pas question pour lui de perdre Growen de vue. Il éprouvait toujours une confiance mitigée pour le pêcheur. Nous y allons tous, dit Uriel pour concilier les choses. Son sourire fit plus pour décider Growen que le ton bourru du Elanite. Elle se demandait ce que Jarvis avait en tête. Elle ne croyait pas une seconde à cette histoire de vivre abandonné par les chasseurs. Comme elle, Jarvis savait qu'il connaissait trop le prix de l'eau douce pour leur en abandonner, d'autant que les deux navires lancés en éclaireur ne devaient avoir emporté que le minimum de charge. Elle était cependant d'accord avec Jarvis pour explorer la structure. Cet amas de métal aux formes étrangères l'intriguait. Elle ne se faisait pas d'illusions sur le bénéfice qu'il pourrait tirer de cette visite. Les chasseurs avaient eu tout le loisir d'exercer leur perspicacité. Si quelque chose avait pu servir aux réfugiés, nul doute qu'elle avait disparu maintenant. D'ailleurs, ce n'était pas ce que Jarvis avait en tête, car il avait un dessin bien établi. Le ton de sa voix lui en avait donné la certitude. Si elle avait su quel projet nourrissait Jarvis, sans doute se serait-elle récriée. C'est pourquoi il ne lui en dit rien. Je vous suis, décida soudain Growen en se levant. Jarvis le regarda, amusé. Il y avait bien 5 minutes que la conversation était morte. Mais poursuivit le pêcheur, j'aimerais moi aussi avoir une arme. Jarvis se raidit. Je ne demande pas un fusil, bien sûr, mais le harpon, si nous sommes attaqués, je veux pouvoir me défendre. Jarvis jeta un bref coup d'œil vers Uriel du regard et l'encouragea à accéder au désir de Growen. Je garde le harpon, dit-il en tendant le fusil à Growen. Les armes à feu, en raison de leur cherté, étaient peu répandues. Sans doute était-ce la première que le pêcheur tenait dans ses mains. Il ne devait pas avoir remarqué que le cran de sûreté était verrouillé. Il serait toujours temps de le lui dire s'il avait à s'en servir à bon escient.
Bismillah. Les chasseurs n'avaient pas convoyé le métal arraché à la structure vers les navires. Ils en avaient formé de petits tas, distants les uns des autres de quelques mètres, de façon à pouvoir les emporter rapidement. Jarvis et ses compagnons n'eurent aucune peine à progresser dans ce que Growan persistait à nommer ruelle. Doris et Néré, les deux satellites de Thalassa, éclairaient la fantastique construction, pas plus que de l'extérieur. Jarvis ne parvenait à trouver un usage à ces entretoises, poutrelles et panneaux que reliaient tuyaux et câbles de toute grosseur. Les poutres prenaient racine dans le lit d'algues, et de nombreux câbles s'y enfonçaient. Ils devaient former tout un réseau. C'est l'un d'eux qu'Uriel avait découvert dans la forêt. Certains devaient se perdre dans la mer et assurer la stabilité de l'île par un quelconque système d'amarrage. Pour commencer, ils fouillèrent le moindre recoin, à la recherche d'un indice sur l'origine de la structure, ou d'un quelconque élément pouvant leur venir en aide, mais à mesure qu'ils approchaient du centre, leur examen se faisait plus superficiel. Il n'y avait rien à tirer de cet amas de ferraille abandonné, rien que le métal, et il n'était pas pour eux. Enfin, ils atteignirent la sphère d'acier. Doris et Néré se réfléchissaient sur sa paroi lisse, pas la moindre tache de rouille, le moindre ternissement. Ils en firent le tour, sans discerner la plus petite couverture. Posée comme un œuf sur un gigantesque nid de goémon, la sphère aveugle défiait le temps. Le coutelas de Jarvis s'émoussait sur ses flancs sans parvenir à rayer le métal. Quand on frappait dessus, elle rendait un son plat. Il fallait pourtant qu'elle fût creuse, sinon elle aurait pesé des tonnes, et Jarvis doutait que le radeau d'algues pût soutenir un tel poids malgré la réserve d'Uriel sur ce point. La sphère contenait la clé du mystère, aucun doute là-dessus. Tout convergeait vers elle. Elle n'était pas seulement le centre de la structure, mais aussi celui de l'île. De nouveau, Jarvis en fit le tour, maudissant la faiblesse de la lumière. La base de la sphère disparaissait dans l'ombre. Du bout des doigts, il cherchait la fissure où enfonçait le fer de son arpent. Ne t'acharne pas, dit Uriel, je ne crois pas qu'il y ait une entrée, du moins pas en surface. Que veux-tu dire? Depuis le début, nous raisonnons comme si cette construction avait été élevée par des hommes. Ce n'est peut-être pas le cas. Suppose un animal semblable aux mollusques qui, au lieu de sécréter une coquille calcaire, utiliserait le métal en solution dans la mer. Jarvis haussa les épaules. Si un tel animal existait, on le saurait depuis longtemps. Qu'une île comme celle-ci ait échappé à la vigilance des Mirins, passe encore. Mais s'il s'agissait d'une sécrétion animale, on devrait en trouver beaucoup. Le métal n'est pas une chose qui passe inaperçue sur cette planète. Peut-être existe-t-il d'autres structures semblables enfuies dans l'océan. Le radeau d'algues n'est peut-être qu'un accident. Peut-être, peut-être. Cela fait beaucoup d'hypothèses, répliqua Jarvis. Cependant, il devait admettre que la théorie d'Uriel expliquait à la fois l'entretien du métal, les réparations effectuées après la visite des hommes des trois îles et l'étrange passivité des constructeurs de cette cité fantôme. Uriel paraissait froissé de la désinvolture avec laquelle le Hélanite avait écarté son explication. Le jeune homme s'en aperçut. Il y a une chose cependant que je crois aussi, dit-il en passant le bras autour des épaules de sa compagne. Ce ne sont pas des êtres humains qui ont bâti. Il laissa sa phrase en suspens. Une lumière douce les inondait. Dans le flanc de la sphère, un orifice se creusait.
restèrent un moment à contempler la porte béante, s'attendant à voir en surgir quoi, au fait, ils n'en avaient pas la moindre idée. Tout ce dont ils avaient conscience, c'était de l'angoisse qui les étreignait. Pourtant, elle restait là. Si d'un même élan ils avaient reculé de quelques pas, ils ne se résolvaient pas à détaler parmi les ruelles au tracé incertain du village d'acier. Absurde, se disait Jarvis. Depuis le début, nous attendons que l'on nous vienne en aide. Je pestais tout à l'heure parce qu'il n'y avait aucun moyen de pénétrer dans la sphère. Et maintenant c'était la rencontre avec l'inconnu, avec une réalité étrangère, plus angoissante que la confrontation avec un adversaire connu. Groen caressait nerveusement la crosse de son fusil, Jarvis balançait doucement son harpon, et il ne s'aperçut que tardivement qu'il le tenait en position de lancer. Cela l'amusa. Ce qui avait construit la sphère, ses dépendances, ce qui avait édifié l'île entière, n'avait probablement rien à craindre d'une arme aussi primitive. Pourtant, il ne la baissa pas. Le contact familier du bois de la hampe le rassurait. Les minutes se succédaient sans que rien n'arrivât. La nervosité succédait à la peur. Jarvis commença à s'agiter. Il ramenait fréquemment sur son front la longue mèche brune qui lui balayait les yeux. Il tendait le cou pour tenter d'apercevoir quelques détails par l'orifice. Pour Uriel, ces signes ne trompaient pas. Le vieux démon de la curiosité s'était de nouveau emparé de son compagnon. Elle eut le pressentiment de ce qui allait suivre et serra les dents. La phrase qu'elle redoutait tomba, cruelle comme l'épine d'une rose. J'ai bien envie d'y aller voir d'un peu plus près, murmura Jarvis. Elle ne répliqua pas, sachant combien était inutile le combat avec le démon de la curiosité. Mais Groen ne connaissait pas Jarvis aussi bien qu'elle. Tu es fou, s'écria-t-il. Qui sait ce qui se cache là-dedans? Justement, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Son ton était calme, décidé. Ses mains ne tremblaient pas. Groen se demanda si l'assurance de Jarvis était feinte ou non. De toute façon, il n'avait pas l'intention de le laisser s'exposer de cette manière. Puisque tu le prends ainsi, murmura-t-il, couchant le Elanite en joue. Au passage, Jarvis put constater que Groen saurait fort bien manipuler le fusil. D'un seul geste du pouce, sans même regarder l'arme, il avait déverrouillé le cran de sûreté. Tu n'iras pas, dit Groen. Sans toi, les chasseurs m'auraient tué. À mon tour de t'empêcher de risquer ta vie. Et que feras-tu pour cela? Tu tireras? Cette réponse désarma Groen. Il baissa le canon. N'aie crainte, dit Jarvis. Je suis convaincu qu'ils ne vous veulent aucun mal. Auraient-ils laissé démanteler leur demeure s'ils étaient animés de mauvaises intentions? Très bien, dit Uriel. Puisqu'il n'y a rien à craindre, je vais avec toi. L'argument qu'opposa Jarvis fut des plus piteux. Je préfère y aller seul. Il pourrait s'effaroucher de nous voir arriver en nombre. Plusieurs fois dans le passé, elle avait essayé de l'empêcher de risquer sa vie pour assouvir sa soif de connaître. Les supplications, les menaces, rien n'y avait fait. Elle se rendit sans discussion, la sachant inutile. Sois prudent, dit-elle d'une voix voilée. Il lui décocha un faible sourire, puis se retourna et marcha droit sur l'ouverture offerte. Une lumière orangée nimbait sa silhouette. Il n'eut aucun mal à pénétrer par l'orifice qui semblait conçu à sa mesure. Prêt à battre en retraite, il passa d'abord la tête. La sphère était creuse et vide. Aucun être vivant à l'intérieur. Tout était propre, brillant, comme neuf. Il devait s'agir d'une sorte d'automate. Jarvis en éprouva un soulagement mêlé de déception. Puis il se rendit compte que s'il avait vraiment affaire à une machine, la lumière était inexplicable. La seule utilité de cet éclairage était de lui permettre à lui, Jarvis, de voir l'intérieur de la sphère. En un sens, c'était logique, puisqu'on lui permettait de pénétrer dans cet endroit. Mais cela signifiait que l'appareil connaissait les besoins de sa physiologie. La lumière correspondait exactement à sa vision. On l'attendait. Sa découverte lui laissa un malaise indéfinissable, inquiétude sans objet, précis ou espoir, sans illusion. Sa gorge était sèche, un goût de poussière la remplissait. À présent, il se trouvait tout entier engagé dans la sphère. Un plancher transparent comme l'eau glacée des criques de Élan le soutenait. À travers, il voyait la rotondité de la sphère et sa propre image, inversée se reflétait dans la matière vitreuse. La porte, excepté la paroi, était tapissée d'alvéoles octogonaux, emplis de la même matière transparente. La lumière en sourdait. Au centre de la sphère se dressait une colonne également octogonale.
Sur ce piédestal trônait un cristal, gros comme 2 poings. Apparemment, il était fait de la même matière, mais sa couleur tirait sur l'orangé. Peut-être l'effet de reflet issu de la paroi. Dans le silence absolu de l'endroit, la respiration de Jarvis résonnait d'une façon insolite, augmentant son malaise. Malgré lui, il jetait de fréquents regards à l'orifice par le... Bismillah. Jarvis, suspendu au centre d'une multitude d'images, apercevait le moindre recoin du radeau d'algues. Uriel et Grohan, les sens aux aguets, attendaient son retour. Ils n'avaient perçu aucun changement dans la sphère. Plus loin, la flotte endormie des chasseurs de Corks et au centre, l'Avenflow prisonnier. Jarvis tressaillit en reconnaissant son navire. Malgré la nuit, les images étaient nettes, lumineuses. Sous ses pieds, Jarvis pouvait contempler le fond de la mer. Chaque alvéole était un écran d'une extraordinaire pureté. Les images convergeaient vers le cristal qui constituait, quel que fût son rôle, la pièce la plus importante de la machine. Grâce à ce dispositif, celle-ci avait repéré les intrus depuis le début. Or, elle n'avait rien fait pour s'en défendre. Elle en avait la possibilité pourtant, sans savoir d'où lui venait cette conviction. Jarvis ressentait la puissance de l'objet auquel il était confronté. Il aurait dû éprouver de la peur. Il était prisonnier, à la merci d'un mécanisme étranger. Nul ne pouvait venir à son secours, pas même ses amis qui ne se rendaient compte de rien. Cependant, l'angoisse qui naguère les traîniait avait disparu. Sans être véritablement détendu, il se sentait calme. Je suis Jarvis de Elan, s'écria-t-il, sa voix résonna dans la sphère. Sois le bienvenu, répondit une voix suave, presque féminine, surgie de nulle part. Jarvis se raidit. En parlant, il avait répondu à un besoin de s'affirmer, de lancer un défi. Il n'attendait pas de réponse, surtout exprimée dans un langage compréhensible. Des yeux, il cherchait sur les multiples écrans de la cloison celui d'où provenait la voix. Ne cherche pas, Jarvis de Elan, c'est moi qui parle, moi, le cristal. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que veux-tu? On ne m'avait pas menti, ta curiosité dépasse ce qu'on m'avait rapporté. Je répondrai à chacune de tes questions. Telle est la raison de ma présence sur cette planète. Le cœur de Jarvis battait à rompre. Il avait deviné juste, l'engin venait d'ailleurs. Et s'il était originaire de la Terre? Pour Jarvis, la Terre était un rêve. La Loade, l'astronef qui avait amené les premiers humains sur Thalassa, avait subi des avaries. Il s'était détourné de la route tracée pour se poser en catastrophe sur cette obscure petite planète. Mais quoi? Elle ne devait pas se trouver éloignée des chemins du ciel au point que jamais on ne vienne l'explorer. Les premières générations de colons forcés ne voulaient pas croire que la perdition de la Loade fût acceptée par ceux qui l'avaient affrétée. Ils avaient scruté le ciel dans l'espoir qu'il leur apporte l'aide qu'ils attendaient. Mais l'attente fut vaine. Seuls quelques Thalassiens espéraient encore qu'un jour les Terriens reviendraient apportant la science perdue. Et aussi la possibilité d'échapper à cette planète inhospitalière. Le cristal détenait la réponse. Je suis une machine, dit la voix, une sonde envoyée par les créateurs pour explorer les planètes. Les créateurs sont-ils les Terriens? Demanda Jarvis. En posant la question, il se rendit compte qu'elle n'avait aucun sens, sauf pour une machine terrienne. Néanmoins, le cristal comprit ce que Jarvis voulait dire. Les créateurs, d'une certaine manière, te ressemblent. Ils sont plus proches de toi que de moi. Après avoir marqué Bismillah. Jarvis reprit lentement conscience. Sur les écrans, à nouveau, le radeau d'algues, Uriel commençait à manifester de l'impatience. Jarvis vit le harpon abandonné sur le sol transparent et il comprit qu'il avait perdu connaissance. La sphère l'avait tenu en son pouvoir pendant, il ne pouvait dire combien de temps, peu sans doute, puisqu'Uriel et Groen n'avaient pas encore tenté de le rejoindre. Il se releva, ramassa le harpon et fit face au cristal. Les souvenirs lui revenaient pêle-mêle. Certains étaient flous, comme les intentions du cristal. D'autres, au contraire, étaient tellement présents qu'ils semblaient appartenir à sa propre mémoire. Il parcourait encore les mystérieux chemins qui serpentent parmi les étoiles. Il voyait sa planète nimbée de lumière tournant dans la nuit, piquetée de lumière,
Il percevait au fond de l'océan le grondement sourd des sources englouties où naissaient les fleuves marins. Il sentait autour de ses doigts le chaud contact des algues mêlées. Il avait partagé l'expérience d'un être étonnamment vieux, qui lui avait offert une petite partie de son savoir. Une toute petite partie, mais le partage avait été sans réserve. Il ne pourrait plus jamais oublier. Quand le cristal enseignait quelque chose, il le faisait d'une manière sûre, rapide et complète. Jarvis évoqua avec un pincement au cœur le livre d'Algaric, que le vieux maître lui avait légué comme son plus cher trésor. Quelle différence entre les longues heures de lecture studieuse et cette révélation presque instantanée. Voilà, dit le cristal de sa voix chaude. Il avait appris le langage des humains en sondant le cerveau de Groen et de ses compagnons, et cela en disait long sur ses pouvoirs. Tu sais ce que je suis, d'où je viens, ce que je fais ici. J'ai exploré le fond de l'océan. Depuis cette île flottante, j'ai étudié l'atmosphère de la planète. Il ne me reste plus qu'à connaître les îles. Je ne puis le faire sans révéler ma présence. Or, les hommes ne sont pas prêts à accepter la présence d'une intelligence étrangère. Il me faut donc être discret. Je connais un moyen. Il suffirait qu'un homme me prenne avec lui. Un homme ne passera pas inaperçu avec une sphère de cette taille sur le dos, répliqua Jarvis. La machine était-elle sensible à l'ironie? La sphère qui m'enveloppe a joué son rôle. Elle me sert encore, mais comme une simple commodité. Elle amplifie mes facultés, mais elle ne leur est pas indispensable. Ainsi c'était bien le cristal, l'esprit de cette coque d'acier. Je te servirai de jambe en quelque sorte, dit Jarvis, d'organes, d'essence également, et d'autres choses dont tu n'as pas encore idée. En échange, je te ferai partager mon savoir. Pas seulement ce que je sais de Thalassa, mais toute la science du monde d'où je viens. Tu craignais une invasion. Si les créatures débarquent un jour sur ce monde, ils s'adresseront ainsi à des égouts. Jarvis soupira. La tentation pour lui était grande. D'ordinaire, il se montrait plus circonspect, mais il était transformé. Il avait senti sur sa peau la brûlure des étoiles. Lui, le navigateur, comment pourrait-il désormais se contenter des vagues monotones? Les tempêtes elles-mêmes lui paraîtraient insipides, comparées à la gigantesque fureur des orages ioniques. Le marché du cristal lui paraissait honnête, même il y était gagnant, car ce que la machine pourrait recueillir comme renseignements complémentaires n'était rien en regard de ce qu'elle proposait de lui révéler. Il restait cependant un obstacle de taille, que le cristal ne paraissait nullement envisager pour l'emporter vers les terres habitées. Jarvis avait besoin d'un navire. Je sais, répliqua le cristal quand il en fit la remarque. Je connais les situations de la Van Flow. De fait, Jarvis pouvait apercevoir sur quelques écrans la silhouette racée de son navire. Retourne vers tes amis, je t'aiderai à le récupérer. Je te demande juste un peu de temps. La végétation te protégera des regards indiscrets. Je n'ai pas encore accepté, fit remarquer Jarvis. En disant ces mots, il se rendit compte qu'en son fort intérieur, il avait donné son accord, que le cristal dessus aurait dû l'inquiéter. Mais il avait encore dans les yeux la clarté des étoiles, rien d'étonnant à ce qu'il en fût aveuglé.